Bonsoir. Nous revenons à vous après quelques semaines d'absence. Nous revenons avec une grosse prise. Il s'appelle Mohamed Mahmoud Mohamed Saleh. Il est né en 1956 à Tamshikr. Il est aujourd'hui professeur et avocat. Il est docteur en droit privé, docteur d'État en droit privé, agrégé en droit privé et en sciences criminelles. Ses spécialités sont le droit international et le droit économique. Il a écrit des ouvrages. Ce soir, nous allons axer sur deux particuliers. Les contradictions du droit mondialisé, qu'il a écrit en 2002, et l'éruption des droits de l'homme dans l'ordre économique international, mythe ou réalité, qu'il a écrit en 2012. Il a écrit de nombreux articles dans des revues spécialisées de renommée internationale. Il a participé à beaucoup d'ouvrages collectifs et avec brio. Et il s'intéresse surtout au rôle et à la place du droit dans le développement des sociétés modernes. Nous l'accueillons ce soir. Merci d'être avec nous dans les locaux du Centre d'études de recherche de l'Ouest africain. Professeur. Merci. Professeur, nous allons commencer avec un domaine que vous connaissez très bien et sur lequel vous avez fait beaucoup de recherches, c'est la mondialisation. En 2002, comme je l'ai dit, vous avez écrit « Les contradictions du droit mondialisé ». Pourquoi les contradictions et quelles sont les principales contradictions, ce que vous appelez les contradictions de ce droit mondialisé? Quelles sont ces contradictions-là? Il faut peut-être revenir déjà au concept de mondialisation. C'est un concept qui a été forgé par les économistes à la fin des années 80 pour désigner le stade atteint par l'internationalisation des économies. Mais bien entendu, la mondialisation va au-delà de l'économie. Ce n'est pas seulement la tentative de construction d'un marché à l'échelle planétaire avec la mobilité des services, des capitaux, des forces productives, des biens, etc. et l'extension du libéralisme à la quasi-totalité des États avec toutes les conséquences que l'on connaît en termes de limitation du pouvoir régulateur de l'État, d'ouverture des frontières économiques, d'avivement de la concurrence. C'est aussi la globalisation des moyens de communication transnationaux avec ce que cela implique en termes de contraction de l'espace et du temps, ce qu'on a appelé l'idéologie du village planétaire, où les événements sont vécus en direct par toutes les sociétés en temps réel, ce qui implique un très grand bouleversement dans les rapports entre sociétés et même à l'intérieur des sociétés. Mais c'est aussi, et le troisième facteur de la mondialisation, depuis l'effondrement du mur de Berlin et la fin de l'ordre bipolaire, la tentative d'instauration d'une sorte d'ordre mondial idéologique et juridique, avec comme pôle essentiel l'universalisation des droits de l'homme, et avec les implications aussi que cela emporte en termes de conséquences sur la souveraineté des États, donc la non-ingérence dans les affaires intérieures ne plus un dogme intangible. Voilà un peu, grosso modo, en quoi consiste ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le processus, parce que c'est un processus avec plusieurs articulations, le processus de mondialisation. Il a généré beaucoup de contradictions. Alors, il y a d'abord des contradictions entre la volonté d'ouverture des frontières, de flux, des idées, et en même temps les replis sur soi, que l'on constate, dans l'actualité fournit beaucoup d'illustrations, les replis identitaires, la volonté en quelque sorte de rechercher sa propre identité, ce qui est un paradoxe par rapport à l'idéologie du village planétaire et l'universalisation des droits de l'homme qui pouvait laisser présager qu'on allait vers une société mondialisée en quelque sorte. Au contraire, on assiste à des tensions très fortes entre cette volonté d'ouverture et en même temps les tentatives de repli sur soi, la volonté d'affirmation des identités. C'est une première tension du processus de mondialisation. Et vous identifiez, je cite, une mise en concurrence généralisée des systèmes juridiques nationaux. Comment cela se manifeste-t-il dans cette... Là, c'est l'une des conséquences de la libéralisation en quelque sorte des échanges.
C'est parce que chaque État voudrait attirer à lui les investisseurs qu'il se croit obligé aujourd'hui d'avoir un droit attractif, donc plus concurrentiel que les droits nationaux, les autres droits nationaux, les droits offerts par les autres États. Et c'est un peu le moteur de cette mise en concurrence généralisée des législations nationales. Et sur la crispation identitaire dont vous parliez tantôt, je trouve une formule que vous avez utilisée, vivre sous le regard et en fonction de l'autre. Cette peur-là, c'est ça qui crée ces réflexes identitaires, ces replis sur soi. Oui, c'est-à-dire que d'abord il y a en quelque sorte ce qu'on appelait une accélération du rythme du monde. Et cela tient au fait que les événements sont vécus en direct, donc en temps réel. Et par rapport aux sociétés traditionnelles dans lesquelles il ne se passait pratiquement pas grand-chose, où le mode de vie se faisait où la vie sociale se faisait sur un mode répétitif, on attendait le soleil qui se lève, puis on attend qu'il se couche. Là, vous avez tout un flot d'événements incroyables à assimiler en une seule journée. Et cela crée une pression sur toutes les sociétés, donc un sentiment de peur par rapport à ce rythme torrentiel des événements. Et pour revenir à un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, parce que vous avez fait des cours là-dessus, et vous avez même écrit beaucoup d'articles là-dessus, sur l'islam face à la mondialisation. Le monde islamique, la mondialisation avec ce viol constant des intimités sociales, culturelles, on sent que c'est les plus faibles. Est-ce qu'on peut percevoir ce qui se passe dans le monde musulman comme étant une résistance à la mondialisation et donc quelque chose de positif ou plutôt un refus de la modernité? Comment peut-on... Alors, c'est une question complexe et il faut surtout, je pense, éviter les simplifications quand on aborde ce thème des rapports de l'islam et de la mondialisation et de façon générale le rapport de l'islam à la modernité et peut-être de manière encore plus générale le rapport de l'islam à l'Occident, si l'on veut. Alors, il faut éviter les simplifications parce qu'en réalité, elles sont très courantes. Elles tiennent au fait que le plus souvent, on parle de l'islam, on a tendance à généraliser dès qu'il y a une situation conflictuelle qui implique des musulmans. Même si les facteurs explicatifs de cette situation ne sont pas uniquement des facteurs religieux, ni même principalement des facteurs religieux. Donc on surcharge un peu en quelque sorte la variable religieuse et on essaie d'expliquer la tension, le conflit concerné par une sorte d'affrontement entre l'islam et la modernité ou entre l'islam et l'Occident, alors que ce n'est pas forcément cela. Donner des exemples très concrets. Je ne vais pas revenir sur l'actualité, mais on pourra y revenir si vous voulez. On pourra y revenir. Le conflit palestinien ou israélo-arabe, avec son cœur l'occupation de la Palestine, c'est d'abord et fondamentalement un conflit de violation du droit international, parce qu'il y a une puissance occupante et il y a un peuple qui aspire à se libérer du joug de l'occupation. Ce n'est pas principalement un problème de l'islam et de l'Occident. Si on appliquait les résolutions des Nations Unies, le problème serait résolu. La situation des musulmans européens, le plus souvent, ils font face à des discriminations pas officielles, hein, mais en quelque sorte officieuses en termes d'accès à l'emploi, par exemple. Et quand ils font des revendications, on attribue ça à l'islam. Non, c'est simplement les revendications des citoyens qui demandent qu'on applique des lois. C'est-à-dire qu'on surcharge beaucoup la variable religieuse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des conflits dans lesquels le facteur religieux peut avoir une explication. Et ça ne veut pas dire aussi que dans le monde musulman, qui est un monde très vaste, hein, je rappelle. Mais il sert quand même de légitimation à ces actions, aux réactions. Bien sûr que l'islam peut être utilisé, instrumentalisé. Il est d'abord principalement par des groupes extrémistes, même si son instrumentalisation est une déformation, parce qu'on essaie de justifier par l'islam le recours à une violence qui est des fois une violence aveugle, qui tue des femmes, des enfants, des vieillards, alors que vous savez aussi bien que moi que l'islam que l'on nous a enseigné interdit, même dans le cadre d'un djihad, que l'on tue les femmes, les enfants, les vieillards, ou que l'on tue celui qui ne porte pas des armes contre vous, ou que l'on viole des lieux religieux, une église, une synagogue, etc. Donc,
qu'il y ait une instrumentalisation de l'islam dans certains conflits, bien entendu. Qu'il y ait aussi, et de manière peut-être plus large encore, l'instrumentalisation de ce qu'on appelait le conflit des civilisations, à la fois par des musulmans mais aussi par des occidentaux, cela est évident, parce que ce concept-là, qui n'est pas un concept scientifique, si vous voulez, on peut y revenir. Hein. On y reviendra certainement. Ce n'est pas un concept scientifique, c'est en fait une construction idéologique et politique qui sert des acteurs politiques bien donnés. Elle sert bien entendu les groupements extrémistes qui s'abritent derrière l'étendard de l'islam, mais elle sert en Occident tous les groupements extrémistes d'extrême droite, les associations qui trouvent dans la lutte contre l'islam un moyen de rebondir sur le plan politique et idéologique. Mais cela n'a rien à voir avec la science, si vous voulez, on pourra y revenir, parce que pour pouvoir prétendre au statut de théorie scientifique ou de thèse scientifique, il faut d'une part que les concepts utilisés soient des concepts rigoureux, que la grille de lecture proposée soit une grille explicative de tous les conflits visés, et qu'il n'y ait pas que la théorie ne recèle pas une contradiction interne. C'est loin d'être le cas, mais on pourra y revenir si vous voulez. Oui, justement pour vous, vous parlez d'irruption du 11 septembre, comme s'il s'agissait d'un tournant. Est-ce que depuis qu'on a eu le dernier, enfin on a eu depuis le 11 septembre, on a eu une série d'actes violents jusqu'aux attentats de Paris et même de Copenhague cette semaine. En quoi consiste ce tournant-là? Comment expliquez-vous ce recours à la violence extrême? Est-ce qu'on veut justement donner un sens au choc des civilisations, à la guerre des civilisations? Est-ce que finalement ça arrange tout le monde, aussi bien les vendeurs d'armes que les gens qui sont frustrés, qui ont des frustrations à exprimer? Écoutez, je vais commencer par, je vais revenir un instant sur le concept de conflit de civilisation. Quelle est son origine? En fait, c'est une thèse qui a été mise par Samuel Huntington, en fait, 4 ans à peu près après la chute du mur de Berlin, parce que dans la foulée de la chute du mur de Berlin et de l'effondrement de l'ordre bipolaire, il y a eu au départ des thèses très optimistes sur la fin de l'histoire, la thèse de Francis Fukuyama, sur le fait qui soutenait que le moteur essentiel de l'histoire d'après Hegel, c'est la lutte pour la reconnaissance, et avec la généralisation de la démocratie libérale, ce désir de reconnaissance devrait être satisfait partout, et donc l'histoire n'a plus de moteur. Et il ajoutait toutefois que seul l'islam, qui est doté de son propre système idéologique, de son propre code de la moralité et de la justice sociale, peut opposer une résistance, mais une résistance provisoire, car, ajoutait-il, l'islam est plus perméable aux idées libérales que l'inverse. Et puis il y a eu l'occupation du Koweït, il y a eu d'autres conflits, et puis c'est là où Samuel Huntington a soutenu que le monde de l'après-guerre froide va être de plus en plus façonné par un conflit entre 7 et 8 civilisations qu'il identifie. Civilisation occidentale, civilisation confucéenne, civilisation japonaise, civilisation musulmane, civilisation hindoue, civilisation slave orthodoxe, civilisation japonaise et civilisation latino-américaine, ajoute-t-il, la civilisation africaine. Les conflits devant se dérouler sur les lignes de clivage entre ces civilisations, et la ligne la plus dure serait la ligne qui opposerait l'islam en quelque sorte à l'Occident. Alors, sur un plan purement scientifique, la thèse n'est pas rigoureuse. Les concepts de civilisation tels que définis n'est pas rigoureux, parce que les civilisations ne sont pas des ensembles homogènes, imperméables les uns aux autres, c'est des ensembles flous qui s'interpénètrent. La civilisation musulmane a influencé l'Occident du 9e au 12e siècle, on a souvent tendance à l'oublier. C'était l'époque où l'Église catholique exerçait encore sa tutelle sur la recherche, sur le savoir, et refusait, interdisait à l'époque l'accès au savoir grec, parce que c'était des auteurs athées. Jacques Attali le signale dans son livre Essence et l'histoire de la modernité. Alors, ce sont les auteurs musulmans qui, traduisant le savoir grec à l'époque, entre le 9e et le 11e siècle, vont permettre aux Européens d'accéder à ce savoir. Et Bernard Lewis le signalait dans son livre sur le réveil de l'islam,
en disant que la dette de la pensée et de la science européenne à l'égard de ses maîtres arabes est immense. C'est lui-même qui utilise le terme d'immense. Et il y a eu d'autres auteurs, Antoine de Libera, dans son livre sur Penser le Moyen-Âge, qui est un spécialiste du Moyen-Âge, disait qu'en Occident, il y a eu l'affrontement entre la théologie et la philosophie, et c'est la théologie qui a gagné. On ne pouvait plus parler de philosophie. Et ce sont les auteurs musulmans, dit-il, arabes et perses, qui vont faire redécouvrir à l'Occident, avec leur traduction de la pensée grecque, en y ajoutant le rapport, la philosophie. Et Sengrid Hung, dans son livre sur le soleil d'Allah brille sur l'Occident, notre héritage arabe, disait que les universités musulmanes qui avaient fleuri entre le 9e et le 11e siècle étaient des universités quasi laïques par leur méthode d'enseignement. Évidemment, les auteurs étaient des auteurs musulmans, mais les méthodes d'enseignement étaient des méthodes ouvertes, interdisciplinaires. On y enseignait l'astronomie, l'algèbre, etc., toutes les sciences, toutes les branches du savoir en quelque sorte. Et ce sont ces universités-là qui ont servi de passerelle entre l'Occident médiéval et le savoir grec, et qui vont permettre à l'Occident de préparer la Renaissance au XVIe siècle. Donc on a tendance à oublier que les civilisations s'interpénètrent, et quand vous regardez maintenant sur un plan purement théorique la manière dont on appréhende aujourd'hui la civilisation musulmane, les auteurs qui la définissent par quelques traits religieux, alors que c'est quand même une civilisation. Le monde musulman est un monde très vaste, la civilisation est elle-même très vaste, et les conflits actuels ne sont pas des conflits dans lesquels des musulmans sont impliqués, même quand ils brandissent, comme les groupes extrémistes, l'étendard de l'islam. Ce n'est pas des conflits géopolitiques qui opposent l'islam comme bloc monolithique à l'Occident. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Vous avez des alliances entre des États occidentaux, et c'est des conflits, et des États musulmans, c'est des conflits qui prennent corps d'abord à l'intérieur de l'islam, parce qu'il y a aussi des problèmes politiques qui ne sont pas réglés. Le Daesh est né indirectement de l'intervention américaine en Irak en 2003, parce qu'elle a démantelé l'armée irakienne, et que cette intervention a eu pour conséquence pratiquement l'hégémonie des chiites sur les sunnites, et l'État islamique est une tentative où comporte beaucoup de gens qui sont écœurés par la situation d'injustice qui se produit en Irak, et notamment aussi la mise sous tutelle de l'Irak par l'Iran. Donc il y a des dynamiques politiques beaucoup plus complexes que ce qu'on présente comme un conflit de civilisation islam-occident. Et dans lesquels il y a une responsabilité aussi quelque part de l'Occident. L'intervention américaine en Irak en 2003, Absolument. Qui a déstabilisé en partie ce pays. Il y a aussi l'hypermédiatisation de ces groupuscules, de ces réponses violentes, et qui nous font oublier une ère quand même qui correspond à la Nahda du 19e siècle, à la renaissance du monde arabe, et qui avait vu naître un courant moderniste d'inspiration islamique, mais qu'on a tendance à oublier aujourd'hui dans les écrits. Tout à fait. Pourquoi? Comment expliquer ça? Non, tout à fait. Il y a eu à la fin du 19e siècle un courant, on l'appelait d'ailleurs à l'époque, certains l'ont dénommé le mouvement salafiste. Notamment ses représentants étaient Mohamed Abdou, Jamal al-Din al-Afghani, et leur thèse était, Mohamed Abdou ira jusqu'à, parce qu'il avait visité la France, il ira jusqu'à dire qu'il avait trouvé pratiquement des gens qui appliquent l'islam sans être musulmans. C'était en quelque sorte un islam sans musulmans, et qu'il avait laissé des musulmans qui ont oublié en quelque sorte l'islam. Et l'idée c'était que l'Europe, avec l'évolution vers l'état de droit, qui permet de garantir la protection des citoyens contre l'arbitraire, et les réformes sociales qui commençaient à humaniser l'économie de marché, rejoignaient le véritable esprit de l'islam rationnel. Ça rapprochait plus de l'islam rationnel. C'était aussi la thèse de Jamal al-Din al-Afghani, qui avait répondu à la fin du 19e siècle à Renan, dans une controverse à Paris. Renan avait soutenu à tort que l'islam était incompatible avec la recherche scientifique, avec l'esprit scientifique de manière générale. Et Jamal al-Din al-Afghani lui avait dit que ce qu'il disait était valable de toutes les religions populaires, mais que s'agissant de l'islam, il fallait distinguer entre les aspects populaires et l'islam vrai, l'islam tel que le connaissent les savants, qui est par essence une religion rationnelle, ouverte à la science et à la technique. Il y a eu... alors, ce mouvement, malheureusement, n'a pas eu beaucoup d'impact, en particulier dans l'espace arabo-musulman.
Pourquoi? Il y a probablement plusieurs raisons. On pourrait simplement hasarder quelques hypothèses. Alors, sur l'aspect état de droit, protection des libertés, notamment des libertés individuelles, l'islam traditionnel valorisait surtout la justice sociale. Il y avait un concept de justice qui était très étendu, qui englobait les libertés. C'est lequel nous reviendrons d'ailleurs. Oui, mais les auteurs musulmans n'avaient pas accordé beaucoup d'importance à la liberté individuelle. D'ailleurs, quand les auteurs musulmans discutaient du bon gouvernement, ils distinguaient entre le gouvernement juste, le gouvernement injuste, le gouvernement arbitraire, légal, mais il n'y avait pas de place vraiment pour les droits individuels et les libertés individuelles. En fait, bien gouverner, c'est une obligation du gouvernant en termes d'islam, selon les auteurs musulmans, mais ce n'est pas forcément un droit individuel, un droit subjectif des sujets et des individus. C'est le premier élément, ce qui fait que quand il y a eu la vague, le mouvement vers plus de liberté en Occident, il y a eu l'écho de salafistes, mais ce n'est pas allé très loin. Il y a eu un écho au sein de l'Empire ottoman, à travers des auteurs musulmans qui ont d'abord soutenu que ce qu'on appelle la hurriya, au sens par exemple français du terme, n'était que l'adl ou l'ihsan au sens des droits musulmans. Ça recouvrait un peu ce concept. Il y a eu ensuite les jeunes ottomans, puis les jeunes turcs qui ont utilisé ce concept. Dans la sphère arabo-musulmane, les priorités étaient autres parce que le monde arabe n'était peut-être pas indépendant. C'est là l'explication. Il était moins sensible à la liberté individuelle, la liberté comme droit du sujet, qu'à l'aspect collectif, la liberté des peuples face à la domination. Et c'est d'ailleurs ça qui aura un écho. C'est l'aspect, en fait, droit des peuples à disposer d'eux-mêmes qui aura un écho dans cet espace-là. Malheureusement, ça a trop duré. Le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit de se libérer du joug extérieur, ça n'aurait dû être qu'une étape. Et cela a été instrumentalisé par les différents régimes autoritaires. On n'est pas tout à fait libre, on se bat pour l'indépendance. D'abord l'indépendance politique, on l'a eu, mais il faut l'indépendance économique, etc. C'était une histoire qui n'en finissait pas et le peuple restait un peu à l'écart. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les révolutions arabes n'ont pas de pendant en matière de pensée politique, en matière d'expérience politique. Effectivement, ça a été le grand problème, c'est qu'il y a eu des mouvements de la société civile, il y a eu des peuples qui sont descendus dans la rue, mais il n'y avait pas eu de pensée bien élaborée sur la suite du processus. Est-ce qu'il y a, parce que quand on parle de mondialisation, comme on en a déjà parlé, on parle de spécificité, disons, il faut sauver les spécificités, on a peur de la dissolution. Est-ce qu'il y a, pour revenir à notre pays, est-ce qu'il y a des spécificités mauritaniennes face à cette mondialisation? Écoutez, quand on parle des spécificités, on pense à tout ce qui est culture produite par un peuple avant d'être pris dans le torrent de la mondialisation. Alors il y a probablement dans cette culture du bon et du moins bon. Et de toutes les façons, il faut toujours avoir en tête que chaque peuple a le droit de s'appuyer sur ses propres spécificités culturelles pour se frayer la voie vers son développement. Parce qu'il est impossible aussi de faire abstraction des spécificités culturelles, religieuses d'un peuple. On ne peut pas construire en ignorant ça. Vous avez des expériences de modernisation très autoritaires dans certains pays musulmans. Probablement la plus autoritaire étant celle d'Atatürk en Turquie après le démantèlement de l'Empire ottoman. Il a modifié la constitution pour introduire les 6 principes appelés les 6 flèches, dont le principe de laïcité. Il avait aboli les awqaf, il a soumis les médersa au ministère de l'Éducation. Il a interdit l'appel de la prière en arabe, il a imposé l'alphabet occidental, il a imposé même aux Turcs d'emprunter des patronymes européens, des noms européens. Il y a eu en 1932 ou 1934, 1926 déjà, un code du statut personnel qui était un code civil qui était inspiré du code suisse. Et donc qui a calqué carrément les droits de la famille tels que conçus en Suisse.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'islam a continué de vivre de façon souterraine. Les mariages étaient célébrés en quelque sorte en intimité, les mariages religieux. Et aujourd'hui, la Turquie est gouvernée par qui? On ne peut pas faire abstraction. On ne peut pas faire abstraction de la culture d'un peuple. On construit sur la culture d'un peuple. On ne peut pas construire sur autre chose. Mais ça ne veut pas dire que le peuple ne sera pas ouvert. Au contraire, c'est le plus grand gage d'ouverture. Le plus grand gage d'ouverture aux autres et à ce qui est utile chez les autres. C'est justement de s'assumer. Autre concept, c'est la souveraineté face à la mondialisation. Comment une société comme la nôtre, un pays comme le nôtre, faible et tout, peut associer ou avoir l'équilibre entre le souci de souveraineté et l'exigence de respecter les normes internationales? À quel moment se situe la rupture ou à quel moment se situe plutôt l'équilibre? En fait, ce n'est pas une question qui est propre à notre pays, c'est une question qui concerne finalement tout le monde. Ce qu'on a appelé la mondialisation se traduit partout par une réduction du champ de la souveraineté étatique telle qu'on la définissait dans les années 60-70 avec l'ascension du tiers-mondisme à l'époque, parce qu'il y avait eu dans le cadre des Nations Unies des résolutions très ambitieuses sur le nouvel ordre économique international, qui était fondée sur la souveraineté des États. C'était l'idée qu'il fallait des règles internationales plus justes. Et parmi ces règles, la première qui avait été instaurée, c'est ce qu'on appelle le principe de la souveraineté permanente sur les ressources. C'est l'idée que chaque État dispose de manière souveraine de ses ressources économiques et il les gère comme il veut. Il est maître chez lui de la politique économique. Ce pilier-là qui avait été complété par la charte des droits et des devoirs économiques des États, qui a instauré aussi une forme de solidarité tout en reconnaissant la souveraineté des États, a été malmené par la mondialisation libérale et économique. Mais c'est le cas pour tous les pays. On est obligé de s'adapter à une nouvelle donne où, pour attirer les investissements étrangers, vous êtes obligé de donner un ensemble de garanties dans les codes des investissements, en matière de rapatriement d'investissements, de rapatriement de bénéfices, en matière de concurrence, en matière d'ouverture des frontières économiques, etc. C'est le cas de tout le monde. Donc tous les pays sont confrontés à cette nouvelle donne. Et c'est d'ailleurs pour ça que la mondialisation produit des réactions, certaines positives, certaines négatives, mais dans tous les pays, y compris en Occident. Vous avez un débat actuellement en Europe sur la nécessité de limiter les excès de la mondialisation, et certains vont plus loin parce qu'ils voudraient carrément fermer les frontières. Donc c'est un problème qui est posé. Qui n'est pas spécifique qui n'est pas spécifique. Dans l'ouvrage, vous posez cette question à laquelle, bien sûr, vous répondez dans l'ouvrage, mais je voudrais bien que vous y répondiez à nos téléspectateurs. Compte tenu de ces diversités culturelles, l'humanité peut-elle disposer d'un droit international commun, finalement? Alors, on peut disposer de certains principes communs. Mais parmi ce qu'on a tendance à oublier, c'est que parmi les principes aussi et les droits, il y a le droit à la spécificité culturelle, le droit de chaque peuple à protéger, à vivre sa culture et à la protéger. Donc l'une des problématiques, c'est de concilier ce qui est universel et ce qui est propre à chaque culture. On en a un débat, par exemple, c'est le débat sur le foulard ou le voile. Vu du monde islamique, c'est une obligation religieuse. Dans d'autres pays, et notamment ceux qui professent une conception plus agressive de la laïcité, beaucoup plus militante que le concept originel qui était un simple concept de coexistence des religions, de séparation de l'État et de l'Église et puis de coexistence pacifique. Donc il y a une interdiction parce qu'on voudrait interdire carrément tous les signes religieux. C'est vrai que là, ça pose problème. Mais chez nous, dans le monde musulman lui-même, c'est quand même le droit des femmes qui veulent protéger leur droit religieux de s'habiller comme elles veulent.
Absolument. En conclusion de cet axe, vous avez parlé d'accélération au tout début. On voit le monde d'aujourd'hui avec ces guerres, ces tensions, ces foyers de tension. Est-ce que c'est une accélération dans le sens de foisonnement? Je sais que vous êtes quelqu'un de foncièrement optimiste. Ou est-ce que c'est un dérèglement qui peut conduire à un chaos? Un chaos, tout est possible. Hein. C'est sûr qu'il y a une explosion de la violence, une explosion généralisée. C'est également sûr que, en même temps, il y a des injustices de l'ordre international qui peuvent être aussi instrumentalisées pour la violence, et que tant que ces injustices ne sont pas traitées de manière satisfaisante, il y aura toujours des foyers de tension. Alors jusqu'où ces foyers de tension peuvent-ils aller, personne ne peut le dire. Nous allons penser à un autre concept de droit qui est pour vous le droit comme facteur de cohésion sociale, d'encadrement et d'accélération des évolutions souhaitables. Et vous dites quelque part, l'ordre social moderne est un ordre fondé sur le droit, expression de la volonté générale, l'obéissance à la loi apparaissant à travers la fiction du contrat social comme une simple conséquence de la liberté individuelle. Je vous demande une explication du texte. Non, mais ça, c'est, bon, je veux dire, c'est très banal, là, c'est simplement le... Oui, c'est très banal pour vous. Mais... Non, mais en fait, c'est le contrat social. Hein, l'ordre juridique moderne est fondé sur l'idée que le droit, l'État repose sur un contrat entre les membres de la société. Alors, il y a eu deux versions de ce contrat social dans l'histoire. Il y a une version plus autoritaire, presque totalitaire, je dirais. C'était la version de Locke. C'était plutôt la version de Hobbes. L'idée de Hobbes, c'était que l'humanité est passée par l'étape de l'état de nature, dans lequel le plus fort écrase le plus faible. Mais le plus fort lui-même n'est pas à l'abri des ruses du plus malingre. C'est un état d'insécurité permanente. Et pour y mettre fin, les hommes décident de passer à l'état politique. Et c'est quoi l'état politique? Ils décident de passer un contrat avec le Léviathan, c'est-à-dire un pouvoir fort, qui va leur garantir la sécurité intérieure et la sécurité extérieure. Mais en contrepartie, ils aliènent en quelque sorte leur liberté. Ça, c'est la version autoritaire du contrat social, celle qui a toujours été utilisée par les régimes les plus autoritaires. En quelque sorte, la sécurité en contrepartie de l'aliénation des droits et des libertés. Mais il y a eu, avec les révolutions libérales, une autre version du contrat social. Locke d'abord, puis Rousseau, et c'est là où on vient à cette idée d'expression de la volonté générale et de préservation des libertés. L'idée, c'est que les hommes n'aliènent pas leur liberté. Au contraire, en passant à l'état politique, ils cherchent une forme d'association qui leur permet de préserver ces libertés, d'avoir des représentants qui parlent en leur nom, qui votent des lois. Et ces lois, ils doivent obéissance à ces lois parce que ces lois sont prises en leur nom. Et c'est là que, si vous voulez, l'obéissance à la loi n'est que l'expression de la liberté en quelque sorte. Et dans un pays comme enfin, il y a l'un de nos présidents m'a dit un jour qu'il était tiraillé entre deux options. L'option Léviathan, on va dire ça comme ça, et l'option contrat social. Et qu'il se trouve entre le marteau et l'enclume. Parce que s'il choisit celle-là, cette option forte, les gens vont dire qu'il est un dictateur. S'il s'agit de l'option qui est l'autre, ils vont dire que c'est un faible. Finalement, nos sociétés, quelles demandes ont-ils justement de l'État, de l'incarnation de l'État? Ben écoutez, il y a un compromis qui a été trouvé, c'est la démocratie et l'état de droit. L'état de droit, c'est pas l'anarchie, c'est pas les libertés anarchiques. C'est un équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais cet équilibre est défini. Il est défini dans une constitution qui fixe les droits et les obligations générales des citoyens, les libertés que les pouvoirs doivent respecter, et dans une série de lois. Donc il y a déjà une prise en compte de l'autorité dans ces instruments juridiques. Mais malheureusement, avec justement l'interférence des acteurs internationaux comme
les sociétés, enfin les organisations internationales, financières internationales, comme le FMI, la Banque mondiale et tout ce qu'elles imposent comme ajustement structurel, nous assistons à un retrait de l'État dans une société où justement on n'a pas encore appris ce qu'est l'État. Et dans une société fortement segmentaire, quelles conséquences cela a? Est-ce que ça joue contre justement? Il y a des domaines dans lesquels, desquels l'État ne peut pas se retirer. Justement, on parlait d'une société segmentée, et c'est l'un des problèmes de notre société. On a une société traditionnelle, traditionnellement, bien avant la colonisation, on avait une société traditionnelle qui, à l'instar des autres sociétés sahéliennes, était une société avec des structures sociales rigides où, en quelque sorte, le sort de chacun était scellé à sa naissance, où les statuts étaient bien figés. Et donc, c'est une inégalité structurelle, évidemment très grave, parce qu'elle est faite en quelque sorte pour la vie de quelqu'un. Il y a probablement il y avait quelques petits mécanismes qui permettaient à quelques individualités des parcours en quelque sorte exceptionnels. Mais pour les groupes, il n'y avait pas de mobilité sociale réelle. La colonisation n'a pas changé grand-chose à cela parce qu'elle ne s'intéressait pas aux structures sociales. Elle est venue d'abord tardivement, et elle était surtout intéressée par la jonction entre ses possessions du Nord et du Sud, et ne s'est intéressée finalement qu'aux résistants qui pouvaient lui poser problème. Pour le reste, elle n'a rien changé aux structures sociales. On a eu ensuite un État moderne au lendemain de l'indépendance, avec une constitution en 1961, avec la proclamation de l'égalité des citoyens. Mais sur toile de fond d'une société traditionnelle qui était encore intacte, où les structures sociales étaient intactes, avec leurs inégalités. Il y a un document historique, qui est très intéressant du point de vue historique. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Il y avait une circulaire de 1966. Absolument, je l'ai lu. Sur la disparition de l'esclavage. Voilà, du garde des Sceaux, ministre de l'Intérieur à l'époque, Ahmed Rami Hamani. Il y a eu aussi Ma'loum al-Braham. Oui, mais qu'est-ce qu'elle disait, la circulaire? Ce qui est très intéressant, c'est que, d'abord, on est en 1966. Il commence par dire qu'on attire son attention quotidiennement sur des pratiques esclavagistes en 1966. Et il cite les pratiques sur lesquelles on attire son attention. Il dit aux gouverneurs, l'équivalent des gouverneurs et des préfets, vous êtes en charge de l'ordre public. Donc vous êtes tenus d'intervenir chaque fois qu'il y a violation de la loi. Ces pratiques-là sont contraires à la Constitution qui a instauré l'égalité des citoyens. Elles sont contraires au Code du travail qui interdit le travail obligatoire. Elles sont contraires au Code pénal qui punit, qui réprime les tentatives, les séquestrations, détentions, parce que si une personne est libre et qu'une autre la retient, c'est qu'il y a séquestration, détention, et il cite toute une série de dispositions du Code pénal. Et il dit, je n'ignore pas que certains Mauritaniens disent que ces dispositions ne sont pas conformes aux préceptes de l'islam. Je vous dis de leur rappeler que leur interprétation des choses est erronée, que l'islam originel avait permis l'esclavage dans une perspective d'islamisation, que cela a été fait. Il n'y a plus de raison d'avoir l'esclavage. De toutes les façons, nous avons des lois qui nous engagent. Appliquez-les. Et faites-moi rapport en conclusion. Bien entendu, ça veut dire quoi? Cela veut dire que dans l'esprit, déjà, l'esclavage était aboli. Bien entendu, dans la réalité, il ne sera pas éradiqué. Il y avait encore, il a l'honnêteté de le dire dans sa circulaire et de s'en inquiéter des pratiques esclavagistes. C'est d'ailleurs assez je dirais, habituel dans l'histoire de l'abolition de l'esclavage. Vous savez qu'en France, il y a eu le Code noir sous Louis XIV, qui était une œuvre contestée de Colbert, qui a été aboli en 1794, donc 5 ans après la Révolution de 1789. Mais cette abolition par un décret n'a jamais été effective. Il a fallu attendre 54 ans après pour qu'il soit éradiqué. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut être vigilant quand il y a des textes, s'assurer qu'il faut les appliquer, qu'il faut en quelque sorte les facteurs qui leur permettent de changer la réalité. Pour revenir aux segmentations du corps social, il y a une responsabilité de l'État qu'il est obligé de prendre en charge de toutes les façons. C'est l'une des missions de l'État,
à côté de la proclamation de l'égalité des droits, parce que les textes mauritaniens, les lois, proclament l'égalité des droits. Il n'y a pas de discrimination dans les textes mauritaniens. Vous n'avez pas un texte qui réserve des privilèges particuliers à une catégorie de la population en fonction de son origine. Mais il y a des inégalités de fait qui reproduisent de manière en quelque sorte structurelle les segmentations du corps social. Il faut nécessairement agir sur ces inégalités de fait. Et l'un des théoriciens de la justice sociale, le philosophe John Rawls, disait qu'il y a l'égalité des droits, c'est bon, mais il y a quelque chose de plus important pour la justice sociale, c'est l'égalité des chances. Alors l'égalité des chances, c'est pas de niveler, c'est pas de dire que tout le monde aura les mêmes habits, la même propriété, etc. C'est que l'État, la société, mettent à la disposition des individus les biens premiers qui leur permettent un égal accès aux services de base, et c'est ça l'égalité des chances. Il faut donc agir sur tout ce qui va permettre de réaliser cette égalité des chances, c'est-à-dire les inégalités en matière de savoir, l'école, l'instruction, les inégalités en matière d'avoir, l'accès à la propriété, etc., les inégalités en matière de pouvoir, parce que le pouvoir aussi est une forme de redistribution. Donc il faut agir sur tous ces foyers-là. Et en fait, la trajectoire de l'État en Occident, ça a été celle-ci. Dans un premier temps, on a proclamé des droits, il y a eu la citoyenneté politique, puis on s'est aperçu que c'est insuffisant. Il fallait, à côté de la citoyenneté politique, la citoyenneté sociale. Il faut que les individus qui sont exclus soient socialement, aient les conditions sociales d'exercer la véritable citoyenneté politique. C'est l'État-providence et toutes les réformes qui en ont résulté. Et cela est a fortiori encore plus urgent dans les sociétés où traditionnellement vous avez des segmentations très fortes. Et d'ici, on peut facilement parler du droit comme condition et comme expression de la démocratie et du regard des autres, et revenir à votre deuxième ouvrage, qui est l'irruption des droits de l'homme dans l'ordre économique international, mythe ou réalité, que vous avez écrit en 2012. Est-ce que finalement, comment se fait le passage d'une mondialisation qu'on a tendance à croire seulement économique vers l'entrée en jeu des droits de l'homme, qui n'est pas forcément politique, mais qui est d'abord un concept politique. Enfin, un concept politique et un concept juridique à la fois. À la fois. Non, c'est-à-dire qu'en même temps que la mondialisation économique, qui elle est portée par des forces, des mouvements très forts, hein, y compris les grandes institutions internationales, les grands organismes, et évidemment les grandes entreprises, et puis les États, etc. Il y a aussi un mouvement d'universalisation des droits de l'homme avec toute une série de conventions internationales et puis de lois internes, hein, de lois nationales chez les États qui reconnaissent toute une série de droits, et pas seulement les droits civils et politiques, mais aussi des droits économiques et sociaux. On parlait tout à l'heure de la citoyenneté sociale. Ce sont des droits essentiels pour la construction d'un consensus social sur l'État lui-même. Et donc, finalement, sur la construction d'une véritable légitimité de l'État. Pour qu'un État soit non seulement un État légal, donc qui respecte les droits, mais un État légitime, parce que la légitimité introduit des facteurs en quelque sorte subjectifs. C'est aussi l'adhésion intime de toutes les composantes de la société à un État, à la manière dont il est structuré, dont il est géré, dont il est conduit. Pour cela, il faut évidemment que tous ces droits-là, tous les droits économiques et sociaux, tout ce qui permet l'accès à ces services de base, l'instruction, l'éducation, la santé, l'habitat, etc., soient des droits concrets. La grande question est de savoir, est-ce que le libéralisme qui est porté par la mondialisation libérale permet précisément la satisfaction de ces droits économiques et sociaux, dont les conventions internationales, le pacte onusien sur les droits économiques et sociaux, disent que l'État doit les réaliser. C'est une charge de l'État, mais évidemment, on n'est pas des rêveurs, dans la limite des ressources dont ils disposent. Les États ne sont pas égaux en matière de ressources, et les ressources ne tombent pas toujours du ciel. Donc il faut trouver les ressources nécessaires pour la réalisation de ces droits économiques et sociaux. Et il y a aussi le deuxième niveau, l'obligation pour les États de subir un peu le regard des autres, la surveillance, on va dire ça comme ça, et de se laisser parfois être sommé de respecter les droits de l'homme. C'est une arme qui reste finalement entre les mains des plus forts. C'est actuellement une arme, effectivement une arme d'intervention aux mains des plus forts.
Le problème, en fait, c'est pas qu'il y ait un droit d'ingérence ou d'intervention réciproque, s'il est réciproque, Oui. mais il ne l'est pas. Ni le droit d'ingérence, ni le Voilà, devoir d'ingérence. le problème, c'est l'usage sélectif aussi. Hein. C'est bon, l'usage à double variante. Mais dans tous les cas de figure, il est essentiel pour un État lui-même, pas pour les autres, de le faire lui-même pour sa propre cohésion, pour sa légitimité, de respecter l'ensemble des droits consacrés, l'ensemble des droits de la personne humaine, non seulement les droits civils et politiques, mais les droits économiques et sociaux. Pas pour faire plaisir à d'autres, mais c'est parce que nous vivons dans un monde où ça devient la condition de cohésion de la société elle-même et donc de pérennité de l'État. Et quel rôle, justement, dans ce jeu-là, des acteurs, ce que vous appelez les acteurs transnationaux, les sociétés, les entreprises? Alors, les entreprises multinationales qui ont été dopées en quelque sorte par la libéralisation, parce qu'il y a eu plusieurs mouvements dans la perception des rapports que les États doivent avoir avec les sociétés transnationales. Dans les années 70, à l'époque du tiers-mondisme ascendant, l'idée à l'époque était qu'il fallait les contrôler parce qu'on se méfiait de leur intervention éventuellement politique, pas seulement économique. Et puis donc, comme avec la conversion progressive au libéralisme, on essaie plutôt de les d'attirer les investissements de ces sociétés transnationales. Mais elles-mêmes sont aujourd'hui sous la surveillance d'un certain nombre d'acteurs, dont les ONG, et affichent au moins, je dirais formellement, le souci de paraître éthique, de paraître éthiquement correct en quelque sorte. Et la plupart des sociétés transnationales ont des codes de conduite qu'elles ont adoptés, au terme desquels elles s'engagent à respecter tous les droits possibles et imaginables des populations, y compris le droit à l'environnement, le droit à l'environnement, etc. Donc, c'est ça la responsabilité sociale des entreprises. C'est en gros ce qu'on appelle la responsabilité sociale. C'est l'ensemble des instruments par lesquels un acteur lui-même s'engage à respecter les droits fondamentaux. Irina Parash-Keovova, c'est l'une de vos collègues qui a commenté ce livre et en conclusion, cet ouvrage dont on vient de parler, et en conclusion, elle dit, même s'il ne le revendique pas, Mohamed Mahmoud ou Mohamed Salah est un combattant pour les droits de l'homme, un combattant modeste et humble qui utilise les armes des juristes et de l'intelligence. J'aimerais vous poser cette question, c'est quoi l'engagement pour vous, pour un homme de droit comme vous? Écoutez, l'engagement quand on écrit, quand on est universitaire, c'est de soutenir des positions justes. C'est d'ailleurs aussi, vous savez, une obligation religieuse d'être du côté de la justice. Et on a tendance à l'oublier. Et c'est d'ailleurs pour ça que, en même temps que l'on condamne des violences qui ne sont pas conformes, qui sont même en violation du message islamique, il faut toujours dans le même temps demander plus de justice à l'échelle internationale, demander plus de respect des droits des peuples, de respect des droits des États et de respect de l'autre de manière générale. Et il ne faut pas prendre le temps de la conclusion parce qu'on est loin de conclure avec vous. Non, je n'ai. On revient à l'état de droit. Je pense que c'est une directive. Oui. On revient à l'état de droit. Et on dit souvent que le juge a un rôle essentiel. Et quel est ce rôle dans l'établissement du droit, de l'état de droit? Le rôle du juge est fondamental parce que c'est lui qui, en dernier ressort, fait respecter la règle du jeu. C'est lui qui dit qui a tort, qui a raison. C'est lui qui dit le droit. Et donc c'est vraiment le chaînon, c'est un chaînon essentiel de l'état de droit. Cela suppose bien entendu l'indépendance, le professionnalisme, la compétence, le professionnalisme et toutes les conditions requises pour qu'on puisse dire le droit de façon sereine et sérieuse. Et aussi la capacité de le faire appliquer après. Ça, c'est l'impérium, bien entendu. Mais dans un premier temps, le plus important, c'est déjà de rendre une sentence juste. À travers évidemment, il faut que la sentence soit exécutée, mais la première étape, c'est de rendre une sentence juste. Et quand on revient à la justice en terre d'islam, on sait, et vous le savez mieux que moi, la place de la justice dans l'islam. Mais on a comme l'impression, quelqu'un comme moi qui lit
que cette place a été occultée par d'autres considérations. On a écrit beaucoup sur la manière de faire ces ablutions, beaucoup plus que sur le concept de justice dans l'islam, qui est extrêmement important. L'adl, c'est quelque chose, c'est un concept extrêmement important, c'est l'essence même. Comment expliquez-vous ça? Et est-ce que vous pouvez revenir justement un peu pour nous expliquer la place de la justice dans l'islam? Non, mais la place de la justice dans l'islam est centrale. Hein. D'ailleurs, même à l'échelle mauritanienne, on n'avait pas d'État. Les qadis étaient extrêmement respectés. Absolument. Ils avaient une autorité morale, spirituelle. Le Qadi Mahdi, donc il y avait un très grand respect qui est puisé précisément dans les préceptes de l'islam. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand on est passé aux États modernes, un peu partout d'ailleurs dans la sphère islamique, c'est qu'il y a eu des pouvoirs politiques qui ne s'accommodaient pas de l'indépendance de la justice. C'est ça le fond du problème. Parce que la justice prend une part du pouvoir. La séparation des pouvoirs, c'est évidemment, c'est une volonté, en fait, c'est une idée pour créer des équilibres entre les pouvoirs qui font qu'aucun pouvoir ne va abuser de son pouvoir. C'est la formule de Montesquieu. Il faut que par la force des choses, le pouvoir ne puisse pas abuser du pouvoir. Et donc, il y a un pouvoir qui l'arrête. Mais dans l'espace musulman, les États modernes ont souvent refusé cette indépendance de la justice parce qu'elle retranchait quelque chose. Le pouvoir politique ne voulait pas se diviser en quelque sorte. Je vous ai vu dans une conférence sur le droit coutumier parler du caractère oral de ce... Est-ce que cette question se pose en Mauritanie? La question du rapport entre le droit coutumier qui reste un droit oral et donc il n'y a pas besoin de professionnels. Est-ce que ça se pose ou ça ne se pose pas parce que nous avons l'écrit quand même? Nous avons un droit écrit et un droit écrit qui fixe les conditions de réception des droits coutumiers. C'est-à-dire que le droit mauritanien lui-même prévoit que les usages, à certaines conditions, peuvent être acceptés comme des règles de droit. Quelles sont ces conditions? Il faut que l'usage soit constant, qu'il soit ancien, qu'il soit constant, qu'il soit notoire, qu'il soit connu. Les usages clandestins ne peuvent pas être des règles de droit. Et il faut qu'il ne soit pas en contradiction avec la loi. Voilà les conditions auxquelles l'usage peut accéder au statut de règle de droit en Mauritanie. Est-ce que vous considérez que les solidarités traditionnelles sont aussi un frein justement à la modernisation de la justice, à ce qu'il y ait une véritable justice, l'expression des droits? Elles peuvent avoir leur impact. Les solidarités traditionnelles peuvent constituer un facteur qui peut effectivement peser sur l'impartialité de la justice. Et le droit comme producteur de normes, comme régulateur entre les individus, est-ce que c'est une demande sociale et politique en Mauritanie finalement? Parce que quand on voit aujourd'hui, quand mon cousin est arrêté dans une affaire de vol ou de détournement, je suis le premier à manifester pour sa libération. Il y a des exemples, il y a des partis politiques qui se mobilisent pour demander la libération de tel ou interférer dans telle procédure judiciaire. Est-ce que finalement c'est une demande sociale et politique? Vous savez, dans toutes les sociétés ont besoin de justice. Il y a quelque part toujours une demande de justice. Il y a encore des réflexes hérités de la société traditionnelle qui s'opposent à ça, mais quelquefois c'est parce que aussi les gens pensent que la justice ne fait pas son travail, et donc comme ils pensent que c'est une question de rapport de force, ils essaient de peser de leur côté aussi sur la justice. Mais tout cela est lié au degré de progrès de l'état de droit, de l'état lui-même, de son emprise sur le corps social. Cela ne se fait pas en un jour ni en une année, mais il faut qu'il y ait que le cap soit continu vers l'affirmation de l'emprise de l'État, en particulier en matière de justice sur le corps social. Ce n'est pas à la société de dicter elle-même pas à la société organisée en clan de dicter ce qui serait juste ou ce qui serait injuste, mais à la justice d'appliquer des lois de manière impartiale. Mais par rapport à cette expression de la demande, vous trouvez qu'elle est naturelle? Parce qu'elle est naturelle, elle est là. Par définition, tout le monde est demandeur de justice, normalement. Tout le monde est demandeur de justice.
Mais il faut qu'il soit assuré que la justice sera la même pour tous. D'accord. Vous êtes un avocat d'affaires aussi. Et je voudrais vous poser une question sur les affaires. Nous avons toujours tendance à voir l'État s'engager dans des arbitrages avec Poumi, avec BB Énergie, avec Elecnor, Grand Juan, la question des épaves. Et on va toujours vers les arbitrages. Est-ce que les arbitrages sont mieux que les procès? Et que risquent des États comme le nôtre dans les procès? Dans les procès arbitraux? Ah oui, dans les procès normaux, oui, c'est ça. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est l'arbitrage? C'est, très schématiquement, c'est un mode de règlement des litiges dans lequel la justice est rendue non pas par les juges de l'État, mais par des arbitres que les parties choisissent elles-mêmes. Les parties qui sont en litige choisissent. C'est l'État avec une entreprise, ce seront les deux qui choisiront le tribunal arbitral. Ça peut être dans le cadre d'une procédure ad hoc, on peut décider, on a un litige, on peut décider de le soumettre à l'arbitrage, mais ça peut être aussi dans le cadre d'un arbitrage dit institutionnel, c'est-à-dire que les deux parties vont s'adresser à un centre d'arbitrage qui lui-même a un règlement d'arbitrage qui va organiser la procédure arbitrale. Chacune d'elles va choisir un arbitre et le centre fournit le président ou les deux arbitres choisissent d'un commun accord le président du tribunal arbitral. Alors, quels sont les avantages de l'arbitrage et des économies? D'abord, il faut comprendre que tous les États, aujourd'hui, peuvent recourir à l'arbitrage. C'est une demande des investisseurs étrangers. Que dans les litiges entre un État et un investisseur étranger, la solution soit tranchée par un tribunal arbitral et non pas un tribunal étatique. Parce qu'on peut suspecter le tribunal d'un État d'être partial, de rendre une décision en faveur de cet État. Et l'État lui-même a intérêt à donner des garanties aux investisseurs que ce qu'il cherche quand il a un litige, c'est simplement qu'on applique la justice de manière impartiale. Or, les tribunaux arbitraux sont normalement là pour ça. Les arbitres sont choisis en fonction de leur impartialité, de leur professionnalisme. Et l'avantage de l'arbitrage en plus, c'est que c'est normalement une procédure discrète. Les sentences arbitrales ne sont pas publiées, sauf exceptionnellement avec l'accord des parties. Et en principe, le tribunal arbitral va rendre une décision qui est globalement acceptable, généralement acceptable par les deux parties. Parce que un arbitre, il ne le représente pas une fois qu'il a élu, il est devenu juge. Mais par la force des choses, comme il l'a nommé, c'est quand même la garantie qu'il ne il ne soutiendra pas une interprétation qui le défavorise, une interprétation du droit. Donc globalement, la sentence devrait être juste pour tout le monde. Et pour les États, normalement, ils auront donné la garantie aux investisseurs que s'il y a un litige, ils vont devant l'arbitrage et ils appliquent sa sentence, et donc c'est un État qui respecte ses engagements. Vous êtes agrégé en droit privé et sciences criminelles. Vous êtes avocat et je sais que vous êtes enfin observateur de la société mauritanienne. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de presse aujourd'hui, surtout la presse audiovisuelle, il y a beaucoup de médias, mais on entend beaucoup parler de viols, de meurtres, de violences gratuites. Est-ce que c'est des phénomènes nouveaux pour vous, ici, et comment vous les expliquez? Écoutez, j'entends beaucoup de déferlements de violence, donc dans la presse, beaucoup de faits divers qui sont très violents. Déjà, a priori, cela indique une sorte de défaillance des structures traditionnelles de contrôle social, la famille, l'école, etc. Donc, parce que ça implique beaucoup de jeunes délinquants. Et déjà à ce stade-là, cela mérite réflexion, comment revigorer ces structures-là, par le canal desquelles transiter des valeurs qui permettent à l'individu de contrôler ses tendances antisociales, en quelque sorte. Et alors, oui, allez-y. Maintenant, il faut faire la part de choses dans ces crimes-là. Est-ce que certains déchaînements de la violence indiquent un dérèglement de la personnalité de leurs auteurs? Est-ce que c'est pathologique ou est-ce que c'est... Voilà, donc, alors, ce que les criminologues appellent les crimes pathologiques, c'est les crimes dont les auteurs ont des troubles de personnalité, des troubles psychiatriques, qui peuvent être plus ou moins graves.
qui peuvent quelquefois confiner à la démence. Dans ces cas, la personne n'est pas pénalement responsable, son traitement ne relève pas du champ judiciaire à proprement dit, mais du champ médical. Parce qu'il faut prendre la personne en charge médicalement. Cela suppose des moyens, un examen psychiatrique, etc. Et il faut être sûr aussi que c'est ça. L'un des grands problèmes, si vous voulez, c'est de faire précisément la part des choses, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pathologique. C'est l'une des premières questions qui suppose des moyens. Ensuite, il y a le problème de la réponse la plus adaptée au déferlement de crimes. Il y a ce qu'on appelle les peines, et en droit pénal, il y a ce qu'on appelle les peines et les mesures de sûreté. Les peines interviennent a posteriori quand quelqu'un a commis une infraction. Donc on est obligé d'attendre qu'il commette une infraction si on respecte le principe de la légalité des délits et des peines, pour que lui soit infligée une peine d'emprisonnement ou d'amende, etc. Les mesures de sûreté peuvent intervenir en amont. Le grand problème de ces mesures de sûreté, dont les États totalitaires ont quelquefois abusé, c'est le respect précisément de la loi, des droits des personnes concernées. On ne peut pas décréter, par exemple, que telle personne est a priori dangereuse et la placer en internement sans qu'il y ait des garanties pour elle. Donc c'est le respect ici de l'état de droit. Et là, la Constitution est très claire. On peut pas, elle affirme en termes très clairs le principe de la légalité des délits et des peines. On peut penser, par exemple, à des mesures de sûreté quand on est sûr qu'une personne est démente. On peut éventuellement l'interner. Mais si elle ne l'est pas, l'intervention en amont va poser des problèmes de droit. On peut, par exemple, toujours cette fois dans le cadre d'un respect du droit, penser à une extension du champ de l'infraction. C'est une technique qui peut être utilisée par les législateurs tout en respectant le droit. Par exemple, un droit, normalement, on n'intervient que quand la personne a commencé à exécuter une infraction. On distingue entre les actes préparatoires qui ne sont pas punis et le commencement d'exécution, la tentative elle-même qui est punie, qui est assimilable au crime. Mais on peut quelquefois, il est arrivé que la loi incrimine les actes préparatoires parce qu'ils sont déjà suffisamment indicateurs de la dangerosité d'un individu. Ça peut être le cas dans les infractions en groupe. Quand on voit des personnes en groupe et qu'il y a achat d'armes, on peut présumer qu'il y aura probablement un passage de l'acte. Mais là encore, il faut que l'incrimination reste dans l'incrimination et la peine reste dans les limites du possible parce que la personne n'a pas encore fait le commencement d'exécution. À votre avis, y a-t-il lieu de penser à des tribunaux spéciaux, à une police de mœurs, par exemple? Certains appellent à la constitution d'une police de mœurs. Ou est-ce qu'on doit rester tel quel et développer un peu les capacités des... Une police des mœurs, dans le respect des droits, oui. Il faut toujours respecter, dans ces cas-là, les droits prévus par la Constitution et les autres normes. Si sa mission s'exerce dans le respect des droits, cela, pourquoi pas. Mais il ne faut pas déborder donc du cadre des droits lui-même, parce que le respect de l'état de droit est un gage aussi de la légitimité de l'État et de la bonne vie en société, la cohésion. Il y a un autre problème que soulève cette criminalité aussi, c'est le problème de la réinsertion après. Parce que si vous voulez, si on prononce des peines et que quelqu'un doit sortir de prison, il faut qu'un jour, il sorte avec la perspective d'être resocialisé, d'être intégré dans la société. Et là, ça suppose là encore beaucoup de choses. Ça suppose des établissements pénitentiaires humains, plus humanisés. Ça supposera des moyens, bien entendu, parce qu'on ne les fait pas comme ça. Ça suppose un suivi. Ça suppose probablement aussi un juge de l'application des peines qui lui-même va suivre, voir une commission sur la bonne conduite de la personne, qui peut éventuellement, quand on est sûr qu'elle a été bien resocialisée, être libérée. Mais la prison avec la promiscuité, c'est carrément la garantie d'un retour à l'état infractionnel. Ce n'est pas la garantie d'une resocialisation. En conclusion, peut-on dire que le droit peut être la solution aux grands problèmes, aux grands défis qui sont posés à un pays comme la Mauritanie aujourd'hui?
Le droit à sa contribution, il n'est pas tout, bien sûr. Ce n'est qu'un levier sur lequel on peut agir. On l'a défini de plusieurs manières, mais il y a une définition que j'aime beaucoup, c'est une procédure pour apaiser les conflits entre les gens et leur permettre de bien vivre en société. Cela permet ça, mais il ne remplace pas les politiques éducatives, économiques, sociales, qui ont leur part dans la réalisation d'une bonne cohésion sociale. Merci professeur, merci chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, et au numéro prochain de Palabre.